Dans un petit village niché au cœur des collines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, une terreur insidieuse commençait à prendre racine. Le village de Mbanga était connu pour sa tranquillité, ses traditions bien ancrées et sa solidarité communautaire. Mais tout cela allait changer lorsque des disparitions inexplicables commencèrent à se multiplier. Les premières victimes étaient des jeunes femmes, toutes en âge de se marier. Leur disparition était précédée par des événements étranges, des échos de pas dans les bois, des objets personnels retrouvés dans des lieux improbables, et des ombres furtives aperçues à la tombée de la nuit. La peur commençait à s'installer, mais personne ne pouvait imaginer que le danger provenait de l'un des leurs. Kwadio, un homme énigmatique connu pour sa discrétion, était un membre réputé du village. Il était forgeron, un métier hérité de son père, et sa maison était située à la lisière de la forêt. Kwadio était respecté pour son travail, mais il était aussi connu pour son silence glaçant et ses manières étranges. Personne ne soupçonnait que derrière son visage impassible se cachait un esprit tourmenté. Un jour, alors que les villageois organisaient une cérémonie traditionnelle pour célébrer les moissons, une jeune femme nommée Awa disparut sans laisser de traces. Awa était connue pour sa gentillesse, sa beauté et sa voix douce qui enchantait quiconque l'entendait chanter. Sa disparition choqua tout le monde, et les anciens du village convoquèrent une réunion d'urgence. La communauté, soudée dans l'adversité, était résolue à retrouver la jeune femme. Pendant ce temps, Kwadio continuait à vivre sa vie discrète. Il était souvent vu se promenant seul dans la forêt, un comportement qu'il justifiait par sa recherche de matières premières pour son travail de forgeron. Mais certains villageois commencèrent à remarquer des choses étranges, des traces de pas menant à sa maison, des bruits étranges venant de son atelier la nuit, et une odeur fétide qui semblait émaner de sa propriété. Des enfants, curieux et insouciants, murmurèrent à leurs parents qu'ils avaient vu Kwadio parler à l'ombre d'un grand arbre, comme s'il conversait avec un esprit invisible. L'ancien du village, un vieil homme sage nommé Baobu, décida de mener une enquête. Avec quelques jeunes hommes courageux, il se rendit à la maison de Kwadio pour poser des questions. Mais le forgeron était préparé. Avec un sourire glacial, il ouvrit sa porte et les invita à entrer. L'intérieur de sa maison était sombre, encombré d'outils de forgeron et d'objets divers. Baobu remarqua une étrange sculpture sur l'étagère, représentant une femme enchaînée. Kwadio expliqua que c'était une représentation artistique de la souffrance humaine, mais Baobu ne fut pas convaincu. En sortant, il chuchota à ses compagnons qu'ils devaient surveiller Kwadio de près. Quelques jours plus tard, une autre femme disparut. Il s'agissait de Fatou, la meilleure amie d'Awa. Elle était partie chercher de l'eau au puits mais ne revint jamais. La cruauté de cette série d'événements glaça le sang des villageois. La peur atteignit son paroxysme lorsque le corps mutilé de la première victime fut retrouvé dans la forêt. Les villageois, terrifiés, exigèrent que justice soit rendue. Baobu organisa une battue pour trouver le coupable, mais Kwadio semblait toujours être un pas devant eux. Son visage impassible ne trahissait aucune émotion, mais dans son esprit, un monde sombre et chaotique régnait. Ses pensées étaient hantées par des voix qu'il disait entendre depuis qu'il était enfant, des murmures qui le guidaient et le poussaient à commettre l'indicible. Les anciens finirent par consulter un marabout, espérant que la sagesse spirituelle pourrait les aider. Le marabout, après une longue prière, leur dit que le mal était plus proche qu'ils ne le pensaient. Mais il avertit également que l'affronter aurait un coup terrible. Selon lui, l'esprit qui possédait l'âme du coupable était ancien et nourri par la souffrance. Il leur remit un talisman et leur conseilla de l'utiliser avec prudence. Dans la nuit sombre et silencieuse qui suivit, les tambours du village restèrent muets. Les habitants étaient reclus dans leurs maisons, priant pour la fin de cette épreuve. Mais pour Baobu, l'heure était venue d'agir. Avec une détermination féroce, il se prépara à affronter les ténèbres qui menaçaient de détruire son village bien-aimé. La lumière de l'aube révéla un village figé dans une atmosphère oppressante. Baobu réunit un groupe de volontaires, composé de jeunes hommes et femmes déterminés à sauver leur village. L'ancien leur expliqua son plan, il devait piéger Kwadio en exploitant son comportement habituel. Des rumeurs furent semées dans le village, suggérant qu'une cérémonie spéciale aurait lieu près du grand arbre, un lieu que Kwadio visitait souvent. L'idée était simple, inciter le forgeron à se rendre sur place, où il pourrait l'attraper en flagrant délit. Mais il leur fallait des preuves solides,
car accuser un homme sans évidence pourrait diviser la communauté. La nuit venue, le groupe se cacha autour de l'arbre, armé de lampes, de machettes et du talisman du marabout. Le silence était lourd, chaque bruissement de feuilles résonnant comme un cri dans l'obscurité. Enfin, des pas se firent entendre. Quadio émergea des ténèbres, une silhouette imposante et calme. Il murmurait des mots inaudibles, tenant une sculpture entre ses mains. Lorsque les volontaires bondirent, Quadio réagit avec une férocité inattendue. Il semblait posséder d'une force surnaturelle, repoussant ses assaillants avec une facilité effrayante. Mais Baobu utilisa le talisman, qui projeta une lumière éclatante, immobilisant Quadio. L'homme s'effondra, hurlant de douleur, tandis qu'une ombre noire s'échappait de son corps. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait » murmura Quadio avant de perdre connaissance. Baobu, choqué mais résolu, ordonna qu'on l'attache et qu'on le transporte au centre du village. Le lendemain, une assemblée se tint pour décider du sort de Quadio. L'épreuve était accablante, des objets appartenant aux victimes furent retrouvés dans son atelier, enterrés sous une couche de charbon et de cendres. Cependant, l'ancien avertit que le mal était loin d'être vaincu. L'ombre qui s'était échappée de Quadio errait encore, et sa vengeance risquait de s'abattre sur eux. Malgré l'arrestation de Quadio, une inquiétude pesante continuait de hanter le village. Chaque nuit, les habitants ressentaient une présence invisible, une force sombre qui semblait errer parmi eux. Les animaux du village étaient agités, hurlant à la lune ou refusant de s'approcher des lieux familiers. Les enfants faisaient des cauchemars si terrifiants qu'ils se réveillaient en criant, parlant d'une ombre aux yeux rouges qui les observait. Baobu savait que la lutte était loin d'être terminée. Il consulta de nouveau le marabout, qui révéla que l'esprit libéré de Quadio avait désormais pris une forme indépendante. Cet esprit, appelé Jamoro, était un ancien démon lié aux souffrances humaines. Pour détruire Jamoro, il faut l'attirer dans un lieu sacré et le piéger avec un rituel précis, expliqua le marabout. Avec cette nouvelle information, Baobu organisa une nouvelle quête. Les volontaires furent mobilisés pour préparer le site du rituel, un ancien hôtel situé au sommet d'une colline proche. Ce lieu, connu sous le nom de colline des anciens, était chargé d'une énergie spirituelle puissante. Pendant ce temps, Baobu convoqua les anciens pour bénir le village et renforcer le courage des habitants. Les préparatifs furent longs et éprouvants. Des offrandes furent rassemblées, des statuettes en bois, des herbes sacrées et de la cendre noire pour tracer des symboles protecteurs. Pendant ce temps, Jamoro intensifiait ses attaques. Des silhouettes apparaissaient aux fenêtres des maisons, et des murmures s'élevaient dans le vent, plongeant le village dans une paranoïa croissante. Enfin, la nuit du rituel arriva. Baobu et son groupe montèrent à la colline, portant des torchers et récitant des prières. L'air était glacial, et une brume étrange enveloppait le sommet. Lorsque le cercle rituel fut activé, Jamoro apparut. Son corps était une masse informe, sombre et tourbillonnante, avec 2 yeux rouges étincelants fixés sur le groupe. Un combat spirituel s'engagea. Baobu utilisa le talisman pour affaiblir Jamoro, tandis que les volontaires récitaient les incantations enseignées par le marabout. L'esprit, bien que puissant, commença à vaciller. « Nous devons tenir bon », cria Baobu, sentant la fatigue peser sur lui. Après ce qui sembla être une éternité, Jamoro poussa un hurlement perçant avant d'être aspiré dans le cercle rituel. Une lumière éblouissante illumina le sommet de la colline, puis tout redevint silencieux. Le village avait vaincu le mal, mais à un prix élevé. Plusieurs volontaires étaient blessés, et Baobu, épuisé, s'effondra en remerciant les ancêtres. Le lendemain, le soleil se leva sur un village enfin en paix. Mais les habitants savaient que les cicatrices de cette épreuve resteraient gravées dans leur cœur. La maison de Quadio fut brûlée, et ses cendres furent dispersées, afin que plus jamais le mal ne puisse y renaître. Cependant, dans un recoin sombre de la forêt, une faible lueur rouge persistait, comme un avertissement que le mal ne disparaît jamais complètement. Les jours qui suivirent le rituel furent marqués par un silence étrange dans le village de Mbanga. La peur semblait s'être évanouie, mais une forme d'épuisement collectif hantait les habitants. Baobu, encore affaibli par son affrontement avec Jamoro, passait ses journées à méditer près du grand arbre. Il savait que la paix retrouvée était précaire et que des blessures invisibles continuaient de ronger les cœurs. Awa et Fatou,
les 2 jeunes femmes initialement portées disparues, étaient devenues des symboles dans le village. Hawa était pleurée comme une martyre, tandis que Fatou, miraculeusement retrouvée après le rituel, était considérée comme une survivante dotée d'une force spirituelle rare. Cependant, Fatou portait en elle les stigmates de son enfermement. Ses nuits étaient tourmentées par des visions de Djamoro, et elle passait des heures à scruter l'horizon comme si elle craignait le retour de l'ombre. Baobou convoqua une assemblée pour partager ses réflexions avec la communauté. Il expliqua que Djamoro, bien qu'affaibli, n'était pas entièrement détruit. Les forces du mal prospèrent dans nos peurs et nos divisions. Nous devons reconstruire nos liens et garder la foi en nos traditions, dit-il. Ces paroles résonnèrent comme un appel à l'unité. Pour guérir les plaies laissées par Djamoro, les habitants décidèrent d'organiser une grande cérémonie de purification. Pendant 3 jours, des rituels furent menés, impliquant chants, danses et offrandes aux ancêtres. Les anciens prirent soin de rappeler l'importance de la solidarité face aux épreuves. Fatou, accompagnée de jeunes filles du village, fut invitée à conduire une procession, symbolisant la résilience face à l'adversité. Malgré ses efforts, des tensions subsistaient. Certains habitants, traumatisés, préféraient s'éloigner du village, craignant que la malédiction ne les suive. D'autres pointaient du doigt les survivants, comme Fatou, les accusant à voix basse d'être marqués par l'ombre. Cette division menaçait de briser l'harmonie que Baobou tentait de rétablir. Un soir, alors que le village semblait sombrer dans le doute, un événement inattendu se produisit. Un enfant, perdu dans la forêt, revint sain et sauf, affirmant qu'une silhouette lumineuse l'avait guidé. Cette nouvelle ranima l'espoir parmi les villageois. Les anciens interprétèrent cet événement comme un signe des ancêtres, rappelant que la lumière pouvait toujours triompher des ténèbres.